Prologue. J'attendais le vent d'ouest, car à l'Anse-Saint-Jean, je devais m'embarquer pour relever le plan d'un dangereux récif au large des Sept-Îles. J'avais d'abord goûté l'éloignement des villes, dans cette solitude, au pied des hauts glacis, chez les bons paysans rompant le bon pain bis, pendant que l'on gréait la svelte goélette qui, dans l'épais brouillard perdant sa silhouette, mouillée au fond de l'anse, à l'encre somnolait. Le jour après le jour lentement s'écoulait, monotone et pareil. Le fleuve sans écume étalait son miroir affligé par la brume. L'air humide et sonore apportait sur les flots la naïve chanson de lointains matelots. Aussi, le capitaine à chevelure grise réclamait à grands cris le soleil et la brise, en levant son regard vers le ciel incertain. Il gravissait le roc abrupt chaque matin pour observer le temps à l'heure de l'aurore et murmurait, hochant la tête, « Pas encore ». La brume enveloppait les larges horizons. Les bosquets étagés, les glacis, les gazons et tous les mille-orients si beaux de la campagne. Et les sentiers abrupts au flanc de la montagne où, jusqu'au sommet, le rêveur est pris d'art, vers le bleu, tout au loin, chemine du regard. L'âme se peut distraire, à défaut de lecture, dans le livre infini de la grande nature. Mais il est, dans la brume ainsi que dans la nuit, des moments où le livre est maître de l'ennui. Bien long devint le jour et bien longue la veille. J'avais pris au hasard, dans l'œuvre de Corneille, un volume ancien que j'avais emporté dans mes derniers colis en quittant la cité. Quel héros fait parler le prince de la lyre? Sous ce couvert, pensais-je, en m'installant pour lire le Cid et Polyeucte. En esprit, je relis ces chefs-d'œuvre vainqueurs de l'envieux oubli, et leur alexandrin chante dans ma mémoire lorsque j'entends parler de noblesse et de gloire. Le toit d'un laboureur abritait mon ennui. Ce brave homme, me dis-je, a peut-être chez lui quelques prix par ses fils remportés à l'école, légendes de tournure enfantine et frivole, qui charment par leur grâce et leur naïveté. Le matin, sac au dos, mon hôte étant monté sur une terre neuve au flanc de la montagne, près des enfants filait sa robuste compagne. « Auriez-vous, demandai-je, un livre à me prêter? Non, pas que le dédain me fasse rejeter celui-ci, des plus beaux écrits sur cette terre, mais je le sais par cœur et n'en ai donc que faire. Les contes imprimés sont rares dans l'endroit, monsieur le voyageur, et cela se conçoit. Dit-elle, un ABC, 2 livres de prières, un ancien almanach, voilà notre misère. D'instruire nos enfants, nous aurions bien souci, mais, par malheur pour nous, l'école est loin d'ici. Et pourtant un cahier tout rempli d'écriture et de dessins à l'encre, il est sans signature. Il nous fut confié par un jeune inconnu, je ne sais où parti, je ne sais d'où venu, qui nous est arrivé par une nuit d'orage. La tempête l'avait jeté sur le rivage. Aux clartés des éclairs, je l'ai vu s'approcher, et traînant son canot brisé sur le rocher, puis il vint pour la nuit nous demander asile. Il tombait chez du mon ami de l'Évangile. Nous avons mis la table et rallumé le feu, pour qu'avant de dormir il se chauffât un peu. Le matin, il s'enfuit dans la forêt voisine. En un mince galon, il tailla la racine d'une épinette blanche et cousit son canot. En regomma l'écorce et le remit à l'eau. Le nord-ouest sur l'écran brisait les vagues blanches. Mes enfants cachaient l'aviron sous les branches, car ils voulaient partir malgré le temps affreux.
Puisqu'il en est ainsi, petit cœur généreux, leur dit-il, je demeure en acceptant la chose qu'un père soucieux de votre bien propose. À vous faire l'école ici, je resterai. Travaillons bien ensemble, et quand le Saguenay sera couvert de glace, enfant, vous saurez lire. Allez vers votre père, accourez le lui dire, mais revenez bien vite avec mon aviron. Du naufrage d'hier, je veux venger l'affront. De notre vieux fourneau, l'on dut changer l'usage, pour qu'il servît d'école à tout le voisinage. Dès que furent passés les travaux des moissons, les enfants appliqués suivirent les leçons. Quand il s'ennuyait trop de son canot d'écorce, il se faisait un jeu, si grande était sa force, de vaincre tout venant à lever des fardeaux, ou bien, avec mon homme, il domptait les chevaux. D'autres fois, il partait au loin sur ses raquettes. Il semblait tourmenté par des peines secrètes. Souvent, il traduisait pour nous, les soirs d'hiver, un conte italien qui parle de l'enfer. Un beau conte qui parle aussi du purgatoire et des anges du ciel au milieu de leur gloire. Il en avait encore un autre, plus ancien, disait-il, qui s'appelle... je ne sais plus bien. On parle dedans d'un roi, malheureux père, et d'un prince son fils tué pendant la guerre. Un cruel ennemi veut le jeter aux chiens, mais pour son enfant mort, le père offre ses biens. Il court chez le vainqueur qui dîne sous la tente, et le prie à genoux d'une voix suppliante. De ce pauvre vieux roi, mon cœur s'est souvenu, l'ayant bien remarqué, parce que l'inconnu, un soir de poudrerie, en lisant ce passage, 3 fois dut s'arrêter au milieu de la page, et ne put la traduire entière sans pleurer. D'autres soirs, dans sa chambre, il allait se cloîtrer, et longtemps il lisait, il écrivait peut-être, la lampe qui brûlait auprès de sa fenêtre. Sur la neige, bien tard, jetait une lueur, quand vers le beau jour, l'inconnu, moins veilleur, descendait pour écrire au bord de la rivière. Je le trouvais toujours assis sur cette pierre, penché sur son cahier, près du grand sapin noir que, malgré le brouillard, d'ici vous pouvez voir. Nous n'avons pas connu le secret de cet homme, ni quel est son passé, ni comment il se nomme. Un jour, à ma demande, il a répondu « Non, puisque tu prends mon âme aux nuits, garde mon nom. » Souvent, dans son canot vers Sainte-Marguerite, il s'en allait pêcher le saumon et la truite. Mais lorsque mes enfants travaillaient aux moissons, en portant ses papiers au lieu des hameçons, il remontait vers l'ouest, et j'étais bien certaine de ne plus le revoir avant une quinzaine. Or, un soir, il nous dit en nous serrant la main, au premier chant du coq, je partirai demain. Conservez mon cahier, prenez soin de ces pages que je n'ose livrer au hasard des naufrages. Au revoir, bons amis, gardez mon souvenir. Ces bars hospitaliers me verront revenir. Pendant que je serai loin de vous, s'il arrive qu'un voyageur instruit à bord de votre rive, prêtez-lui le cahier, qu'il le lise à loisir et le transcrive au long s'il en a le désir. Il partit le matin. Au courant favorable, la plume et l'encrier l'attendent sur la table, près de ses chers papiers depuis bientôt 1 an. Les aiguilles encore dorment sur son cadran. Il n'était pas tout seul au milieu des tempêtes, car pour lui bien souvent mes filles inquiètes, dans les gros temps d'automne ont prié le bon Dieu. Au lieu de nos revoirs, avons-nous un adieu? Reviendrait-il jamais? Nous gardons l'espérance de le revoir un jour, malgré sa longue absence. Nous bénissons le temps qu'il a vécu chez nous. Le pauvre jeune homme, il était triste et doux, et tout plein son bon cœur, il avait de la peine. La fileuse, à ces mots, laissa tomber sa laine, jeta 2 gros rondins d'érable dans le feu, et
tira de l'armoire un épais cahier bleu, qu'elle tenait sous clé en gardienne fidèle. Voici, prenez-en soin, s'il vous plaît, reprit-elle, en mettant dans le livre ardemment convoité. Comme titre, il portait « Le Cap Éternité », caractère noir écrit sur le bleu pâle. L'orbe à la fleur de lys élégante et royale, décoré par endroits le couvert azuré. Ailleurs, nouvel emblème également sacré, mariant le présent au passé vénérable, s'étalait la beauté de la feuille d'érable. Je l'ouvris, parcourant en hâte les feuillets, pendant que vers ma chambre, ému, je m'éloignais. Les lignes, çà et là, trahissaient les pensées. Il semblait qu'en tremblant la main les eût tracées. Indiscret confident des secrètes douleurs, telle feuillette achetée révélait d'anciens pleurs. Certains vers tourmentés portaient mainte rature, mais sur plus d'une page entière, l'écriture semblait former au jet de l'inspiration, en ces moments d'ardente et vive passion où le pleinement rapide à peine suit la trame de la pensée close aux profondeurs de l'âme. Je lisais dans l'heure qui s'enfuit, tout le long de ce jour brumeux de la nuit, penché sur le cahier du malheureux poète. Et quand le commandant de notre goélette, pour l'heure du départ, vint prendre mon avis, vers le sommet des monts dardant son regard gris, et me montrant, joyeux, l'éblouissante aurore, à mon tour, cette fois, je lui dis « Pas encore ». Sur la côte sauvage où le mûrier fleurit, je transcrivis soigneusement le manuscrit. À ma tâche absorbée dans l'oubli de moi-même, je revivais la vie intense du poème, de son étrange auteur partageant le destin. Le jour, j'allais m'asseoir à l'ombre du sapin, où le pauvre inconnu s'était mis pour écrire, sous les mêmes rameaux qu'il entendit bruire. Peut-être son esprit planait-il en ces lieux, aux heures de silence où je le goûtais mieux. Le soir, je m'installais à sa table rustique, copiant les dessins et l'œuvre poétique. Je ne m'interrompais qu'à l'heure du sommeil, pour reprendre bientôt mon travail au réveil, si bien que tout fut prêt au bout d'une semaine. « Maintenant, démarrons !» criai-je au capitaine. Notre vaisseau fila, toute voile au vent. Je repris quelques mots passés en transcrivant, quand je relus ces vers dans le repos du large, et je me suis permis quelques notes en marge.